De prime abord, je tiens à remercier HEM de la ville d'Oujda et en particulier sa directrice, Madame Nouma Bouyahia. Je remercie également mon ami d'enfance Abdeltif Hormi qui m'a déjà associé à d'autres conférences quand il était à Marrakech. Et puis également à Rabat où j'ai eu le plaisir de donner une conférence sur la thématique de l'intégration maghrébine. Je remercie également tous les intervenants qui ont fait le déplacement, ainsi que l'ensemble de l'assistance, les professeurs, les enseignants et les étudiants. Donc je tiens vraiment à m'excuser de ne pas être parmi vous, pour une raison bien simple, c'est que j'ai une semaine vraiment très dense sur le plan médiatique, où je dois donner une interview dès le mercredi à Dubaï TV, ensuite à France 24, et j'ai 2 émissions sur Africa 24, ainsi que les 2 chaînes saoudiennes, Ikhbaria et puis Iqtisadia. Donc ça fait beaucoup d'émissions en l'espace de quelques jours. Alors que j'aurais vraiment aimé être parmi vous pour plusieurs raisons. D'abord, mes relations amicales et étroites avec HEM. Je voulais quand même échanger avec vous, les étudiants, et les enseignants, ainsi que les intervenants. Et j'aurais aussi aimé me rendre compte de l'évolution, je dirais, de cette région Oujda dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'ai visité par le passé et dont je connais aussi les projets de développement, en lien avec le voisinage, avec la ville d'Oran, avec la ville de Mernia que j'ai visité également, de voir comment cette région est totalement homogène sur tous les plans, et ça doit préfigurer en principe une collaboration, une coopération entre l'Algérie et le Maroc. Comme vous le savez peut-être, je suis un ardent défenseur de l'intégration maghrébine et de la constitution d'une communauté économique maghrébine. J'ai publié un ouvrage qui est en circulation au Maroc et sur l'ensemble du monde, c'est Algérie et Maroc, quelle convergence économique. Et nous allons publier bientôt avec 32 experts maghrébins et internationaux. Il y a une dizaine d'Algériens, une dizaine de Marocains, des Mauritaniens, des Libyens et des Tunisiens. Cet ouvrage, il sera imprimé à Oran. Il est en cours d'édition, et également il y aura une édition, une coédition marocaine et puis française. Cet ouvrage que j'ai le plaisir de coordonner avec mon ami Abderrahman Mobtoul, professeur d'économie à Oran, et aussi défenseur de l'intégration maghrébine. Cet ouvrage est constitué de 2 tomes et il compte 930 pages. Une première partie retrace l'histoire des relations entre l'Algérie et le Maroc, les composantes institutionnelles ainsi que sociologiques et l'environnement européen et africain que connaissent les pays du Maghreb. Et dans une deuxième partie et un deuxième tome, ce sera un deuxième livre en fait, on va aborder la thématique économique, où moi-même j'ai apporté plusieurs contributions sur les fondements d'une communauté économique maghrébine et la création d'une monnaie commune maghrébine. Donc ma conviction pour rapprocher ces 2 pays, ces 2 peuples qui sont proches sur tous les plans,
sur le plan humain, sur le plan de l'histoire, sur le plan sociologique, sur le plan des échanges passés et actuels, a été pour moi inspiré non pas seulement par des slogans qui sont maintenant dépassés. On parlait à l'époque de Nasser du panarabisme et de l'unification du monde arabe. Moi, tout simplement et modestement, je pars de considérations purement pratiques et économiques, mais qui sont fondées évidemment sur des relations humaines et historiques. Le Maroc et l'Algérie, ce sont des voisins, ils le resteront jusqu'à la fin des temps, et également ils ont un passé commun, ils ont un brassage de population commun. Il n'y a qu'à voir les mariages aussi mixtes qui sont passés dans l'histoire et même actuellement. Savez-vous que la plupart des mariages en France sont entre Algériens et Marocains? Donc vous voyez cette proximité. Moi, j'étais marié à une femme algérienne et j'étais toujours bien reçu en Algérie. D'ailleurs, je suis natif de Casablanca, donc j'ai grandi au Maroc j'ai quitté le Maroc à l'âge de 21 ans pour poursuivre mes études en France. Mais j'ai eu beaucoup de voyages d'ordre professionnel en Algérie depuis 86, où j'ai emmené beaucoup de sociétés françaises en Algérie, ainsi qu'au Maroc, mais aussi dans 52 pays. Mais vraiment, l'axe le plus important pour les entreprises françaises que j'ai eu à coordonner et aussi à appuyer, c'était avec les pays du Maghreb essentiellement, et l'Afrique de l'Ouest également. Ma conviction de la construction de cette communauté économique maghrébine vient du fait que j'ai observé dans toutes les régions du monde que j'ai visitées que l'union fait la force, c'est une évidence, mais que l'intégration régionale a toujours été un facteur de développement économique et de développement social. Et je prends l'ASEAN, par exemple, l'association des pays du sud-est asiatique. Le Cambodge que j'ai visité en 1992 connaissait une guerre civile et puis un génocide fomenté par les Khmers rouges, et il n'y avait plus d'infrastructures, il n'y avait plus d'assainissement d'eau, il n'y avait plus d'électricité. Enfin, c'était un pays tout à fait démuni. Le Vietnam sortit aussi de plusieurs décennies de guerre et de l'embargo américain. Ces pays-là, ils ont réussi à se développer à vue d'œil. Je les ai visités tous les ans et à chaque fois, je suis étonné des progrès qui se voyaient à l'œil nu du fait de l'environnement régional, c'est-à-dire de relations étroites avec les pays voisins. Mais en même temps, ces pays-là connaissaient des divergences sur le plan politique, humain et même militaire. Il y a eu des guerres entre ces pays-là. Il y a toujours, jusqu'à aujourd'hui, des conflits sur les frontières, le tracé des frontières, mais entre la Thaïlande, par exemple, et le Vietnam, entre la Thaïlande et puis le Cambodge, entre le Vietnam et le Cambodge, etc. Mais ça n'empêche pas ces pays-là d'œuvrer ensemble, et donc les plus gros investisseurs au Vietnam et au Cambodge viennent de leurs voisins. L'Amérique du Sud, là aussi, j'étais étonné au cours de mes voyages d'observer le dynamisme de ces pays-là grâce au Mercosur, à toutes ces relations d'intégration. L'Europe, parlons-en, mais j'ai cité ces pays-là parce qu'ils sont des pays en voie de développement, mais l'Europe, elle est sortie d'une guerre fratricide, même de plusieurs guerres, avec des millions de morts. Les Allemands et les Français ont connu plusieurs guerres, mais dès 1954,
ils ont fait la paix et ils ont considéré que pour que le continent connaisse la paix durablement, il faut passer par la communauté économique européenne, qui était précédée par la CECA, la communauté de l'acier et du charbon. Mais c'est sur des bases économiques qu'il y a eu des solidarités entre les pays et puis qu'il y a eu un progrès formidable, extraordinaire sur le plan économique et social. Voilà un exemple qui mérite qu'on médite sur comment on passe de situations conflictuelles à des situations beaucoup plus apaisées et on coopère même si les relations entre les pays de l'Europe ne sont pas des relations homogènes, c'est-à-dire que il y a des divergences en matière linguistique, en matière culturelle, même le mode de consommation n'est pas le même. Chaque pays a ses besoins, ses modes de consommation, ses habitudes, ses coutumes, alors que les pays du Maghreb sont totalement homogènes sur le plan consommation, sur le plan de même la tenue vestimentaire, sur le plan des habitudes, la religion, la langue, etc. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toutes les régions du monde maintenant sont constituées avec une dimension de zone économique. Et les échanges entre les voisins dans toutes ces zones dépassent les 40%. La plupart des pays européens s'échangent entre eux plus de 50% de leurs échanges. La France avec l'Allemagne, l'Espagne avec le Portugal et puis avec aussi les autres pays de l'Union européenne. Je peux parler de l'ASEAN également. Alors que le Maghreb, c'est la seule région qui n'est pas intégrée. Seulement 2% des échanges entre l'Algérie et le Maroc et au sein même des 5 États qui constituent le Maghreb, la Mauritanie, la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité d'intensifier les échanges. Les échanges ne peuvent pas se faire seulement par le jeu des exportations, des importations. Il est vrai que depuis 2010, et puis surtout grâce aussi à la mobilisation de la société civile, il y a eu des relations apaisées sur le plan officiel entre le Maroc et l'Algérie, et ça nous a un peu ouvert quelques pistes et quelques relations de coopération en matière de gaz, en matière agricole, en matière aussi industrielle. Mais ces derniers mois, on a assisté à des tensions sur le plan verbal. Moi, je pense que ceux qui sont à l'initiative de ces tensions ne voient que les intérêts à court terme, leurs intérêts à court terme. La fermeture des frontières entre le Maroc et l'Algérie ne sert que les trafiquants, les contrebandiers, ne sert pas les peuples de la région. On me dit oui, mais si on ouvre les frontières, ça va favoriser l'entrée de la drogue de part et d'autre. Mais moi, je réponds, j'ai visité la frontière. Il y a même une vidéo sur mon site personnel. On n'a jamais vu des trafiquants passer par la douane pour déclarer le marchandise. Actuellement, ils passent par des routes parallèles. Avec la complicité d'un certain nombre de forces qui ont intérêt à ce que la situation dure comme ça. Je pense qu'il faut revenir à une situation tout à fait normale, c'est qu'il y a des frontières qui s'ouvrent, il y a des relations qui se développent comme partout dans le monde entier, des marchandises qui rentrent, qui sortent, des personnes. Parce qu'on oublie les personnes, il y a des gens mariés des deux côtés, donc la circulation des marchandises, mais aussi des personnes, et également favoriser les investissements, favoriser les échanges. J'ai donné plusieurs pistes, aussi bien dans mon précédent ouvrage que dans l'ouvrage collectif qui va sortir.
et ainsi que dans beaucoup d'articles et d'interviews et des messages médiatiques, j'ai donné l'exemple en matière bancaire. J'ai dit le système bancaire algérien, c'est un système étatique qui fonctionne sur un plan administratif, et j'ai fait beaucoup de propositions et de travaux universitaires et là-dessus avec beaucoup d'interviews. Jusqu'à maintenant, la réforme bancaire piétine en Algérie. Au Maroc, le système bancaire, il est essentiellement privé, avec beaucoup de relations avec les pays occidentaux, surtout la France, qui a introduit la technologie, la formation. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Marocains qui sont formés à l'étranger. Donc c'est un système qui devient africain, international, qui a une présence en Europe pour drainer l'épargne des Marocains à l'étranger. J'ai proposé qu'il y ait des participations capitalistiques entre les banques marocaines et les banques algériennes, c'est-à-dire des participations croisées dans le capital. Il n'y a aucune banque qui domine l'autre pour un peu protéger et aussi ménager les susceptibilités. Et là, les banques algériennes vont bénéficier d'un apport considérable de technologie et de savoir-faire, mais en même temps, ils ont des fonds qui sont quand même importants. Ça leur permettra de drainer l'épargne des Algériens qui sont basés à l'étranger, mais ça leur permettra aussi de se développer en dehors du territoire algérien et à l'intérieur du territoire algérien. J'ai aussi cité l'exemple de l'eau, de l'agriculture, de développer des laboratoires de recherche, parce que c'est le même climat, c'est les mêmes caractéristiques, d'intensifier les échanges dans le domaine de l'agro-industrie. Et j'ai aussi cité le développement de certaines industries. J'ai dit, contrairement à une idée un peu préconçue, c'est de dire à qui va profiter cette intégration économique maghrébine. Moi je dis, elle profitera à tout le monde. L'Algérie, qui avait bâti une industrie lourde, le complexe du régime del Hadjar, les grandes sociétés comme SNVI, comme PMA, comme Sider, etc., c'est de l'industrie lourde. Je ne parle même pas de l'industrie pétrochimique qui mène sa vie. A périclité, l'industrie algérienne est passée de 40% du PIB à 5% actuellement, parce qu'elle n'avait pas une dimension régionale pour qu'elle s'étende sur un ensemble de territoires. Ces grosses entreprises étaient préfigurées pour un marché plus vaste. Vous ne pouvez pas avoir une usine automobile uniquement pour les consommateurs algériens. Il faut avoir une usine automobile pour l'ensemble du Maghreb et peut-être en relation avec l'Afrique. Évidemment que l'Afrique, et ça sera l'extension d'un Maghreb qui va aller plus loin, mais également avec l'Union européenne. On négocie actuellement, le Maroc négocie directement avec l'Union européenne sur des bases qui sont faibles, fragiles, en matière de pêche, en matière d'agriculture. On a vu aussi comment le Parlement européen avait voté contre cet accord de pêche. Maintenant, il est revenu là-dessus. Et on a vu les difficultés qu'a eu l'Algérie à renégocier son accord de libre-échange avec l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que tous ces pays qui négocient de façon éclatée avec l'Union européenne négocient dans une position de faiblesse. Quand je prends par exemple le total des PIB des 5 États du Maghreb, qui est autour de 340 ou 350 milliards d'euros, il dépasse à peine le PIB de la Grèce. Vous voyez, tout le Maghreb ne vaut même pas la Grèce, qui est le pays malade de l'Europe. Ça veut dire que ces pays-là, ils doivent constituer sur le plan économique une force au moins relative pour négocier avec l'OMC, pour négocier avec l'Union européenne, pour peser. Nous sommes dans un monde où c'est l'Union, ce sont les unions qui se pèsent. L'Union européenne négocie directement avec les États-Unis, la Chine avec les États-Unis, et puis l'Europe, etc.
Et malheureusement, actuellement, les pays du Maghreb et tous les pays d'Afrique et même les pays arabes négocient en position de faiblesse. Je voulais parler également de cette monnaie commune que je propose. J'ai eu quand même, je dirais, une proposition, on va dire le mérite, que j'ai jamais proposé une monnaie unique pour le Maghreb. Alors qu'en 1987, j'avais proposé dans une thèse que l'Europe s'oriente vers une monnaie commune, l'écu. Il y avait l'écu, qui était une monnaie commune, mais chaque pays avait sa propre monnaie. Les Allemands ont freiné l'expansion de l'écu. Nous, au niveau du Maghreb, ce que je propose, c'est que on n'adopte pas une monnaie unique comme l'euro, mais on adopte une sorte de monnaie commune comme l'écu, sauf que là, vu qu'on n'a pas de domination d'un pays sur l'autre, la monnaie commune que j'ai appelée le dinram, c'est le dirham et la contraction de dinar et de dirham. Dinar, parce qu'il y a le dinar tunisien, algérien et libyen, etc. Puis le dirham, c'est la monnaie marocaine. Tous les pays gardent leur monnaie. À l'échelle du Maroc, il n'y aura que le dirham. À l'échelle de l'Algérie, il n'y aura que le dinar. Et c'est interdit d'utiliser une autre monnaie. Par contre, dans les échanges entre le Maroc et l'Algérie, entre le Maroc et la Tunisie, etc., ça peut se faire par la monnaie commune. Ça va économiser des devises. Le Maroc va exporter, admettons, 1 milliard de dollars à l'Algérie. L'Algérie va exporter vers le Maroc 1 milliard 200 millions. Ben, il y a 1 milliard des deux côtés qui vont s'effacer par une sorte de compensation. C'est pas le barter, c'est pas des échanges basés sur l'échange de marchandises. Non, c'est que on fait une comptabilité, une consolidation, pas seulement entre l'Algérie et le Maroc, mais au niveau des 5 États. Et techniquement, c'est tout à fait possible, mais il faut la volonté politique. Cette monnaie commune va générer des échanges de capitaux. On n'a plus besoin de passer par les devises, par les banques étrangères. Actuellement, quand il y a des échanges, il faut avoir des devises, même les échanges de marchandises et de services. Alors qu'avec la monnaie commune, on va développer des échanges entre les entreprises, entre les personnes, c'est-à-dire même les visites touristiques. On aura comme quand moi j'allais en Chine, dès que je débarquais, j'avais des dollars ou des francs français à l'époque ou des euros par la suite, et on me donnait des devis, une monnaie qui était pas la monnaie locale, mais une monnaie réservée pour les étrangers, et que je convertissais à la banque. Mais on peut imaginer la même chose, c'est qu'on vient avec des traveler chèques par exemple, ou de la monnaie commune, même fiduciaire, et à l'aéroport d'Alger ou à l'aéroport de Casablanca ou de Rabat ou n'importe, ou de Oujda, dès que vous arrivez, vous échangez cette monnaie commune contre la monnaie locale, la monnaie nationale. Et donc ça va intensifier les échanges. Une fois qu'on a constitué aussi cette force qui est la communauté économique maghrébine, on pourra facilement se déployer vers toute l'Afrique. L'Union fait la force. Actuellement, le Maroc est très présent en Afrique subsaharienne, ce qui est moins le cas de l'Algérie et des autres pays. La Libye a eu une présence à l'époque de Kadhafi, mais c'était basé sur du clientélisme, sur de l'influence politique. Et donc, ils ont acheté beaucoup d'hôtels en Afrique subsaharienne. Donc, maintenant, on sort de tout ça et on fait une sorte de stratégie commune pour se développer en Afrique subsaharienne, mais également avoir une stratégie commune de négociation avec l'Union européenne. Et c'est là que on prépare l'après-pétrole, parce que le pétrole et le gaz, ils ont une durée de vie très limitée, 17 ans d'après certains, 20 ans même, mais il faut préparer l'après-pétrole et l'après-hydrocarbures dès maintenant, développer le tourisme intra-maghrébin,
développer les investissements intra-maghrébins. Tout ça, ça nous permet d'avancer. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Je serai à votre disposition pour communiquer avec vous par Skype, par email, si vous avez des questions, des interrogations. Et j'espère vivement, mais sincèrement, vous rendre visite le plus tôt possible. Et on essaiera de s'organiser afin que je puisse me libérer de mes obligations médiatiques qui m'empêchent même de partir en vacances ou même de voyager. Actuellement, je suis un peu prisonnier de la capitale française parce que c'est là où il y a tous les médias arabophones. Merci de votre attention.